Ici, un SaaS complet déployé en quelques minutes, scalable et pilotable par IA. Je te le donne. Dans cette vidéo, je te montre comment le customiser et l'adapter pour ton business. Aussi, je t'explique pourquoi un SaaS piloté par IA en 2026, c'est l'avenir. Avant qu'on commence, cette vidéo est très dense. Il y a beaucoup de valeur à l'intérieur. Je vais te présenter la stack moderne, scalable et prête pour l'IA que j'ai choisi et pourquoi. Ensuite, on va faire ensemble la configuration complète pour aller de la récupération du code au déploiement. Ensuite, je vais t'expliquer comment le customiser pour l'adapter à ton business, notamment avec Cloud Design. Et la partie qui change tout, on va creuser un peu plus cette histoire de SaaS piloté par IA. Et pour finir, on va ensemble rajouter une fonctionnalité pour que tu puisses derrière toi mettre tes propres fonctionnalités. Ça va être plusieurs minutes denses pour toi et c'est accessible à n'importe qui. Prends une bouteille d'eau, prépare pour prendre des notes, enregistre la vidéo pour y revenir. Crois-moi, tu vas en avoir besoin. Allez, on y va. Avant qu'on rentre dans le dur, faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Ici, on n'est pas sur un SaaS classique, même si le code de base en est un. Ici, il est capable d'être piloté par IA et c'est ce qui fera la différence. Aujourd'hui, un client B2B moyen va cumuler les outils, les CRM, les outils de devis, signature, comptabilité. Pour les relances, les plannings, les drives, Slack, chacun coûte entre 20 et 100 euros par utilisateur. Très souvent, peu d'entreprises les font discuter entre eux, donc on est sur beaucoup de copier-coller. Pour moi, l'avenir d'un SaaS dans les prochaines années, c'est qu'il soit pilotable par une intelligence artificielle. Ça veut dire que l'entreprise, ses employés vont utiliser ChatGPT, Claude ou autre et vont pouvoir directement interagir avec le SaaS sans devoir faire des copier-coller. Et pour moi, il va y avoir deux types de SaaS qui vont se créer. Soit des SaaS qui vont réussir à centraliser tous les outils que je t'ai décrits plus haut. Et du coup, ce SaaS va devenir le point central pour piloter ton business, qui permettra du coup d'être piloté par intelligence artificielle, ou alors ce sera juste une fonctionnalité pilotable simplement par IA. Prenons des cas concrets. Imagine un commercial qui doit relancer ses leads à la main sur un CRM. Il va pouvoir simplement dire à Claude, prends mes 50 leads, génère une relance personnalisée par secteur. Il va imaginer dans une entreprise la gestion des clients. Tout le monde dans l'entreprise utilise par exemple Claude et chacun va pouvoir, avec des phrases simples, sans devoir accéder à une interface de plus, sans devoir demander à un développeur de créer des connexions, tout simplement en demandant à son IA, rajoute-moi ce client, relance mes leads, génère-moi un mail de relance pour telle personne, et tout de suite, il pourra connecter avec le SaaS qui va intégrer ou qui va connecter toutes les fonctionnalités. Et ça, du coup, on peut aller encore plus loin dans les cas. Imagine la partie comptabilité. Tu es dirigeant d'une TPE. Tu es obligé d'ouvrir plein d'onglets, des heures de bricolage à jongler entre les différents SaaS pour récupérer toutes les informations pour faire sa clôture, alors que là, elle pourrait simplement le demander à Claude. Les cas que je t'ai décrits plus haut sont le cas de beaucoup d'entreprises actuellement. Les entreprises de demain vont passer à l'IA, vont automatiser des choses et vont être dans un entre-deux. Et c'est là que créer un SaaS piloté par l'IA va devenir hyper important parce qu'il va pouvoir s'intégrer n'importe où sans rajouter de friction pour l'utilisateur. Et ça, c'est game changer. Pour les prochaines années, la question ne sera plus est-ce que mon SaaS a la meilleure interface possible, mais est-ce que mon SaaS est pilotable par une intelligence artificielle. Parce que l'interface la plus accessible à tout le monde, c'est la communication. Il faut vraiment prendre conscience que c'est un avantage massif à saisir dès maintenant. Même la valeur perçue de ton SaaS, au lieu de rajouter comme tes concurrents une interface en plus, tu vas lui dire vous allez pouvoir m'intégrer sans aucune friction pour les utilisateurs et des quelques dizaines d'euros que tu faisais payer par mois pourra passer à plusieurs centaines d'euros par mois. Sans aucun problème. Ok, qui je suis pour ceux qui me découvrent? Donc moi c'est Anthony, ça fait 10 ans que je suis développeur et que j'ai créé mes propres produits. J'ai cofondé une agence de communication avec un SaaS et j'ai aussi créé par passion une application mobile. J'ai travaillé dans des startups où quand je suis arrivé, elles faisaient quelques centaines de milliers d'euros et quand je suis parti, elles en faisaient plusieurs dizaines de millions. Et maintenant j'accompagne des solopreneurs à créer leurs produits tech pour aller séduire leurs premiers utilisateurs et futurs investisseurs. Donc j'ai vu de l'intérieur et au final la majorité du temps, c'était pas la stack, mais c'est plutôt tout ce qu'on construisait autour. Toute cette expérience, je la mets dans ce code et c'est ce que j'enseigne et que je transmets dans mon accompagnement. Maintenant, pourquoi je donne ce code gratuitement quand certains youtubeurs le font payer plusieurs centaines d'euros? Si je te le donne aujourd'hui, c'est pas par charité, c'est parce que je sais que le code, notamment avec l'IA, c'est pas ce qui bloque les gens à lancer leur SaaS. Pour moi, cette vidéo est pour 3 types de personnes. Des personnes qui sont non-tech avec une vraie idée de produit à lancer, qui a envie de comprendre ce qu'il va vendre, ce qu'il va déléguer, et qui ne veut pas perdre des mois en s'associant ou en trouvant un freelance qui ne va pas savoir piloter. Ou alors une personne qui vibe code, qui a déjà bricolé plusieurs projets en local avec Cursor par exemple, qui a senti que ce qu'il faisait pouvait tenir la route et qui veut avoir une vraie base pour être légitime à vendre quelque chose. Et sinon un dev junior ou même intermédiaire qui veut voir comment structurer un projet de A à Z pour lancer un SaaS scalable
parce qu'il en a marre de tourner en rond sur des tutos de vibe coding ou qui se retrouve avec un code qu'il essaie de relire et qu'il ne comprend pas. Et puis maintenant, à l'inverse, cette vidéo va pas être pour la personne qui ont envie simplement de débattre sur les frameworks. Honnêtement, vous n'êtes pas au bon endroit. Elle n'est pas pour toi aussi si tu as envie de coder un SaaS en un week-end parce que tu as vu une vidéo d'Yomi qui te dit que tu vas gagner 100 000 euros pour ensuite te lancer dans le dropshipping ou un autre sujet la semaine prochaine. Tu fais ce que tu veux, mais ce que je vais te montrer ici va pas te servir. Et aussi, faites attention, c'est pas parce que je vais vous donner du code qui marche que tu vas avoir un business qui tourne. Mais bon, si t'en es encore là, la vidéo sera peut-être pour toi. Elle pourra t'apprendre des choses, surtout dans la deuxième partie. Maintenant qu'on a posé notre pari de notre SaaS pilotable par IA, maintenant, je vais t'expliquer la stack. Là, attention, c'est pas un détail ou une passion de développeur. C'est un choix qui peut te faire gagner des mois et beaucoup d'argent quand tu vas lancer ton projet. Moi, ici, déjà, je te le donne gratuit. Et en plus de ça, le code que je vais te donner est réutilisable par un développeur. J'ai vu trop souvent de projets où la personne voulait scaler, commencer à avoir ses 100 utilisateurs potentiels et demander à un dev de l'aider et que le dev lui disait « faut tout réécrire ». Donc si tu es là et que tu as la volonté de faire un truc qui va scale, qui peut accueillir des fonctionnalités sans que tout s'effondre, qui va être maintenu par toi dans un premier temps et potentiellement par un développeur plus tard, crois-moi, tu ne peux pas partir sur la stack du premier vibe coder que tu as vu sur Internet. Et c'est ce qui va faire la différence ici entre un produit qui va permettre d'accueillir 100 utilisateurs et d'un produit qui va mourir au bout du 10e utilisateur. Très rapidement, sans rentrer dans le détail, voici la liste des librairies ou choix techniques que j'ai fait. En premier, Next.js. Avant, il fallait un langage pour afficher des pages internet et un langage pour faire des serveurs. Là, grâce à Next.js, c'est du tout en un. Et en plus, ils ont une solution maison Vercel qui te permet de déployer facilement et gratuitement pour faire tes premiers utilisateurs. C'est ce qu'utilise par exemple Linear ou Notion. On est sur quelque chose de solide en production et pas un langage underground. J'ai choisi aussi Prisma pour la partie base de données et ORM. Et en plus, ils proposent une interface un peu comme Vercel qui va permettre gratuitement de faire les premières requêtes à une base de données. Ensuite, une librairie qui s'appelle BetterAuth qui va permettre de gérer tout ce qui est authentification. C'est ce qui va permettre à un utilisateur d'utiliser son compte Google pour créer un compte sur notre SaaS et aussi de générer un token qui va lui permettre d'initialiser son intelligence artificielle pour qu'elle se connecte à notre SaaS. Ensuite, pour le paiement, évidemment, Stripe. Et aussi, on utilise toutes les fonctionnalités de Stripe pour créer les interfaces, pour aller récupérer les factures, annuler les abonnements, etc., etc. Et ensuite, si vous avez déjà vu mes anciens tutos, j'utilise Resend pour la partie email qui permet de faire 3000 emails gratuitement, ce qui est largement suffisant pour un début de projet. Et là, ça, c'est le truc qui va faire la différence par rapport à tout le code que tu vas pouvoir trouver sur Internet, fait par des vibe coders ou même des développeurs un peu juniors. C'est ce qu'on appelle une architecture en couche. C'est ce qui va permettre d'isoler. C'est que si demain, une des librairies que je t'ai citées au-dessus a une faille de sécurité, a un problème, on est capable de récupérer une majorité du code, changer de librairie et connecter notre librairie. Beaucoup de librairies qu'on utilise parfois sont gratuites, gérées par des passionnés. Si tu as besoin de scaler, de recruter des développeurs qui utilisent d'autres technos, de facilement réutiliser le code. Et ça, c'est ce qui fera toute la différence. Aussi, je te passe tout un tas de conventions de code que j'ai mis à l'intérieur. Et comme ça, si jamais ton SaaS décolle, c'est ce qui fera la différence entre un SaaS qui décolle et un SaaS qui tient. Le but de tout ça, c'est pas pour faire joli ou pour surcomplexifier. C'est pour que dans 18 mois, quand tu auras tes 200 clients et que tu feras tes 20-30 cas par mois, tu puisses rajouter des fonctionnalités sans tout casser. Ça t'évitera de faire comme beaucoup, de lancer un SaaS jetable. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est le code que je mets ici. Je peux quasiment te garantir qu'il sera valable encore dans 2 ans, à l'inverse de la majorité de ce que tu pourras trouver. Ok, donc maintenant, si tu es arrivé jusque-là, on va pouvoir commencer l'installation et je vais te faire un petit tour du propriétaire. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans ce code? On a une interface qui va présenter du coup les fonctionnalités que j'ai précodées dedans. J'ai mis un use case. En fait, comme on peut voir ici sur l'animation, quand vous allez discuter avec l'IA, vous allez lui demander « Peux-tu me créer un projet SaaS pour un coach sportif ?» L'assistant IA va dire « Ok ». Elle va créer une liste de to-do qu'elle va envoyer au SaaS. Et du coup, sur l'interface du SaaS, on va se retrouver du coup avec cette liste to-do qui apparaît. On va pouvoir cocher, faire des listes, etc. Et après, par exemple, on pourra demander à l'IA c'est quoi ma prochaine tâche, qu'est-ce que je dois faire? Il va aller voir la tâche dans le SaaS et il va te dire ok, bah, t'en es à la tâche 4, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. Donc l'IA va avoir un rôle de rajouter du contexte pour la création et de rajouter du contexte quand il va récupérer l'information. Et nous, côté SaaS, du coup, on va stocker ça. Donc ça, c'est la fonctionnalité qu'on a. Ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité, du coup, c'est la partie, comme je disais tout à l'heure, de changement de langue. Donc on peut passer de l'anglais au français. Donc là, vous allez pouvoir rajouter toutes les langues que vous voulez. Une gestion du mode dark et du mode light. Donc dans ce code-là, on a une librairie qui est intégrée, qui permet de faire des animations. Donc elle s'appelle Esternity, qu'on peut aller voir très vite fait. Hop.
Donc voilà, donc elle a plein d'animations. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple, le genre de choses qu'on peut faire. Ils ont plein de choses possibles. Donc voilà, j'ai intégré ça comme librairie d'animation qui permet de faire ce genre d'animation, de mouvement. Il y a un formulaire de contact. Et aussi, la chose que vous avez vue en bas à droite, c'est que le site est protégé par ce qu'on appelle le reCAPTCHA. Donc ça, c'est une fonctionnalité de Google qui permet d'éviter aux robots de remplir le formulaire de contact et de vous spammer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous connecter, vous allez pouvoir créer un compte ou alors simplement se connecter avec Google. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop, donc là, vous vous êtes connecté avec votre compte Google. Donc là, vous voyez les anciens projets que j'ai créés du coup via une intelligence artificielle. Du coup, voilà ce que ça donne dedans. Hop, retour ici. Une autre fonctionnalité qui est assez forte et pour tout ce qui est tracking, donc une partie administration. Donc là, par exemple, une courbe là, qui va nous demander, qui va nous dire les événements. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans le site, moi, dans tous mes projets, je mets toujours ça, c'est que je vais traquer tous les événements sur mon site. Et ce que ça me permet de faire, c'est de prendre des décisions par la suite. Si par exemple vous voyez qu'une page n'est jamais utilisée ou une fonctionnalité n'est pas utilisée, vous faites en sorte d'adapter par rapport à ces informations. Et d'ailleurs, c'est une bonne hygiène qu'à chaque fois que vous allez rajouter une fonctionnalité, demandez-lui d'aller traquer ces événements. Et du coup, vous avez l'outil qui est déjà intégré qui va permettre, par exemple, de voir toutes les personnes qui sont connectées. Donc là, on voit par exemple session, donc on voit qu'il y a ce même code qui est allé plusieurs fois sur le site, donc ça doit être sûrement moi à l'instant, qui est allé plusieurs fois sur le site et qui a fait des interactions. Là, on voit le compte qui a été créé, donc là, il me dit qu'il y a ce compte-là, que actuellement, j'ai mon... donc mon plan, c'est c'est mon plan Stripe, donc actuellement qui est annulé. Voilà, des informations, on a des onglets pour l'utilisateur et plus spécifiques pour du coup les événements comme je disais. Donc voilà, j'ai traqué que la page d'accueil, mais vous pouvez traquer n'importe quoi après. Ensuite, on a aussi une partie compte, donc là qui permet par exemple un formulaire assez classique, une fois qu'on est connecté, de rajouter des informations. Souvent, c'est hyper intéressant pour donner du contexte à l'IA. Et ensuite, son profil pour se déconnecter. La génération de tokens, donc ça, c'est ce qui va nous intéresser quand on voudra connecter notre SaaS à l'IA. Et la gestion d'abonnement. Donc là, on voit que je l'ai résilié. Donc là, vous allez pouvoir gérer votre abonnement. Donc là, vous allez retrouver vos factures, vos moyens de paiement, etc. Il y a plein de choses. Il y a peut-être des bugs visuels sur les formulations, etc. J'ai généré beaucoup de choses automatiquement pour faire du contenu. Mais voilà, tout est évidemment modifiable. Du coup, si on revient sur notre compte, que on se déconnecte, hop. Voilà, et là, sur cette page, ça permet de payer. Évidemment, j'ai fait ça dans une page à part. Évidemment, il y a plein de façons de le faire autrement. Vous allez demander à l'IA de toute façon, c'est fait de sorte à ce que ce soit plein de petites briques, comme des Lego que vous allez pouvoir réassembler comme vous voulez. Donc vous allez demander à l'IA de déplacer par exemple la partie paiement sur la page d'accueil, aucun problème. De mettre la partie paiement sur la partie compte, etc. etc. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, toutes les briques de base sont présentes. Ce qu'on va commencer à faire, c'est que tu as un lien dans la description où tu vas pouvoir télécharger tout le code. Télécharge le code. Donc tu vas te retrouver avec un fichier zip. Donc je suis sous Mac. Il y aura peut-être des différences sous Windows, mais normalement c'est la même chose. Donc le fichier zip, on va le dézipper. Hop, donc là on va se retrouver avec notre dossier. Et là on va voir tout le code. Ok. Ensuite, on va faire comme l'autre tutoriel. On va télécharger Visual Studio Code. C'est une interface de développement. C'est ce qui va nous permettre de lire les fichiers avec une syntaxe un peu plus sympa qu'un bloc-notes ou un éditeur de texte classique. Donc, on va vite fait aller sur Google, Visual Studio Code, hop, on va là, on le télécharge, vous l'installez. Après avoir installé Visual Studio Code, on va avoir besoin de Node.js. Node.js, c'est ce qui va permettre de lire la commande npm dans le terminal pour pouvoir installer les packages. Donc c'est très simple, on cherche Node.js sur Google, on va sur le site de Node.js, download. Là, on va choisir sa plateforme. Normalement, par défaut, c'est la bonne plateforme. Vous téléchargez, vous installez et on se retrouve sur Visual Studio Code après derrière. Donc, hop, Visual Studio Code. Donc, une fois que Visual Studio Code est ouvert, on va ouvrir notre projet. Donc là, vous allez aller chercher votre projet. Vous allez sélectionner le dossier du projet. Donc, pas le zip, pas besoin. Ouvrir, hop, et vous avez cette magnifique interface. Donc ça, c'est la partie agent IA que vous pouvez utiliser, donc Copilot. Comme je vous disais, c'est une interface de développement. Donc en fait, elle permet de rendre un peu plus sympathique tous les fichiers de code. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un terminal. Donc on va faire un nouveau terminal. Donc là, on lance un terminal dans le dossier où on est.
Donc là, on voit qu'on est là. On va pouvoir lancer la première commande qui est npm install. Cette commande va permettre d'installer tous les packages dans notre projet. Donc voilà, donc là, il nous a tout créé, il nous a installé tout ça, très bien. Donc rapidement, pour vous présenter un peu le code, comment c'est structuré, il y a un dossier doc qui va recenser des documentations. Donc pour l'instant, j'ai la partie MCP. Qu'est-ce que c'est MCP? C'est ce qui va vous permettre de faire communiquer votre SaaS avec l'IA. Dedans, il y a de la documentation de comment c'est fait. La différence entre une communication classique qu'on appelle par API, c'est qu'ici, ça va être un peu plus verbeux à décrire pour que chaque action disponible que vous allez mettre à disposition de l'IA, qu'elle puisse comprendre chacune des actions. La partie message, c'est ce qui va permettre la traduction dans le site. Donc vous allez voir, le site est traduit en français et en anglais. Donc ça, c'est ce qui vient d'être créé avec notre npm install. Donc en gros, dedans, il y a toutes les librairies du projet. Prisma, donc c'est ce qu'on disait, c'est ce qui permet de gérer la base de données. Je vais évidemment pas trop rentrer dans le détail, mais il y a deux fonctions, c'est les migrations et le schéma. Le dossier migration qui va contenir tous les fichiers qui vont permettre de synchroniser la base de données avec vos fonctionnalités. Et la partie schéma qui va permettre de décrire tout ce qu'il y a besoin pour que vos fonctionnalités fonctionnent. Par exemple, ici, il y a un schéma qui est utilisé pour l'authentification, pour la partie paiement, pour la gestion des tokens d'authentification, etc. etc. La partie script, donc là, ça c'est moi qui l'ai rajouté, par exemple, c'est ce qui va permettre de créer un utilisateur avec le rôle d'administrateur. Vous allez voir par la suite. Ensuite, il y a le dossier SRC. Là, le dossier va être séparé en plusieurs dossiers. Et dans ce dossier SRC, c'est là où il y a tout le cœur du sujet. Il y a tous les dossiers avec tout le code. Évidemment, si vous n'êtes pas développeur non tech, etc., vous n'allez pas avoir besoin de trop creuser ces sujets-là. Et pour ça, il y a un fichier cloud.md où dedans, j'ai noté, j'ai expliqué, en gros, à l'IA qui va vous aider à coder, tout ce qu'elle doit faire et comment c'est utilisé. Et là, vous allez retrouver tout ce que je vous ai présenté. La stack technique avec les versions, comment elle communique avec vous. Donc, je lui ai dit par exemple que dans le code, c'est en anglais, que quand on discute, c'est en français. Ça, vous pouvez le changer, faites comme vous voulez. Il y a une croyance qui dit que quand le prompt est en anglais, ce sera beaucoup plus précis. Honnêtement, ça ne fera pas grande différence. Plus ce que vous allez lui dire est précis, plus il sera précis quoi qu'il arrive. Ensuite, du coup, je lui explique l'architecture des dossiers, comment ça fonctionne. Et notamment là, c'est là où je vais lui réexpliquer ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo sur la partie de l'architecture en couche, ma partie design system, etc., etc. Je vous passe tous les détails, mais tout est là pour lui mettre un maximum d'informations. Quand vous allez lui demander de rajouter une fonctionnalité, il va se baser sur ça pour reprendre toutes les conventions de code. Petite particularité, c'est un Claude.md. Donc par défaut, Claude Code va l'utiliser. Si vous utilisez Cursor, ici par exemple c'est Copilot, etc., je ne suis pas sûr qu'il l'utilise par défaut. Mais du coup, si vous avez besoin, chaque fois que vous allez prompter pour rajouter une fonctionnalité, n'hésitez pas à dire utilise ce fichier-là ou base-toi sur ce fichier pour rajouter la fonctionnalité. Il va avoir son propre fichier, mais il peut aussi utiliser comme contexte ce fichier-là. Donc ensuite, il y a plusieurs fichiers qui vont être des fichiers de configuration. Encore une fois, je ne vais pas tout rentrer dans le détail. Le fichier README va permettre de tout ce que je vous explique là est plus ou moins retranscrit dans le README avec plus ou moins de détails qui vous permet de le réinstaller avec ça en support décrit. La partie deploy.md, lui, ça va être plus pour la partie déploiement donc. Ok, donc là, si par exemple on aimerait lancer le projet, donc là on va lancer le projet, on va faire npm run dev, donc c'est la commande qui permet de lancer le projet. Tout de suite, on va avoir une erreur parce qu'en fait, le projet n'est pas configuré. Il a besoin d'une base de données pour exister. Tout ce que je fais là, vous allez pouvoir le faire sans utiliser de terminal ni de ligne de commande, etc. Vous allez pouvoir demander à Claude Code de le faire par lui-même. Si vous voulez dire lancer la base de données, il va te dire, il va lancer le projet. Il va te lancer le projet, tomber sur cette erreur et il va te mettre en retour. Il va manquer le lien de la base de données. Il faut que tu ailles sur tel site. Globalement, pour tout ce que je vais faire, il va pouvoir vous l'expliquer comme ça. Moi, je le fais sans et je vous explique tout parce qu'en fait, déjà, tu sauvegardes des tokens, c'est pas très compliqué et ça permet de comprendre. Donc là, je vais avoir besoin de créer ma base de données. Très bien. Donc là, je vais faire créer un nouveau fichier et ça, c'est essentiel à comprendre. Avant de ça, donc on a un fichier .env qui est un exemple des variables, donc ce qu'on appelle des variables d'environnement. C'est toutes nos clés sécurisées qu'on va vouloir conserver, qu'on va vouloir garder secret sur notre système. Le projet est déjà configuré pour éviter d'envoyer ces clés n'importe où. Donc quand on va créer un nouveau fichier, on va faire un .env. C'est un fichier qui... Donc là, vous voyez qu'il est grisé, ça veut dire qu'en fait, ce fichier ne sera pas envoyé. Et là, dedans, vous allez pouvoir mettre toutes vos clés sécurisées. Et donc, nous, la première qui va nous intéresser, ça va être celle-là,
qui va être l'URL de la base de données. Hop. Donc là, actuellement, c'est quelque chose, donc ça, c'est une valeur qui est fausse. Et du coup, on va aller chercher notre clé. Donc pour faire ça, on va se rendre sur Prisma Postgre. Donc ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. On va sur prisma.io, on va cliquer sur Login, et là, il va falloir créer un compte. On va créer un compte. Ok, donc moi, si vous avez déjà vu mes vidéos, moi j'aime bien mon petit temp mail. Donc on va créer une fausse adresse mail. Ok, hop, on va la mettre là. Ok, donc en mot de passe, on va lui écrire un truc. On lui écrit un mot de passe, on s'enregistre. Et donc là, on a dû recevoir quelque chose. Prisma blabla, je confirme mon email. Ok, France. Donc là, il me demande le nom de mon projet. On va l'appeler Boilerplate SAS avec 3 A. Très bien. Ok, là on est parti. Donc là, on clique sur Connect. Ok, il te dit comment t'installer avec un prompt. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la connection string. Donc, on va copier, on va la mettre là. C'est notre projet. Et là, il va se synchroniser avec la base de données tout seul. Ok. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il nous dit que là... Ah, ok. Donc là, par exemple, j'ai fait une erreur, j'ai mis un double. Voilà. On recommence. Donc là, il nous a appliqué la migration. Donc ça veut dire qu'en gros, il a trouvé qu'il y avait un changement sur la base de données à faire. Il l'a appliqué directement sur notre base de données. Et du coup, là, on est censé avoir un site qui fonctionne. Donc là, il nous dit il est accessible à partir de ça. Donc on va aller tester ça tout de suite. Donc ça charge. Et voilà, on a notre site en local qui fonctionne. Donc on va avoir des petites erreurs sûrement à droite à gauche parce qu'on a la partie paiement qui n'est pas fonctionnelle. Si par exemple je clique dans tarif, à mon avis, si j'ai envie de faire ça, bon, il se passe rien, mais j'imagine que j'ai dû avoir des erreurs. Il se passe des choses. Pareil sur la partie connexion du coup, puisqu'on a la partie, voilà, par exemple, la partie Google n'est pas définie, etc. Donc là, on va enchaîner du coup et configurer tout ça. Je te laisse tranquille. Hop, on va l'arrêter. On arrête le serveur, très bien, et on va enchaîner. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va nous demander? On nous demande... donc ça, c'est pour la partie authentification. Donc ça, en gros, hop, on va récupérer tout ça. Auth Secret, c'est une clé, c'est une sorte de super mot de passe. Là, par exemple, il y a une commande à faire pour pouvoir la générer. Donc, vous pouvez la copier-coller là, vous avez la lancer et il va vous générer un mot de passe un peu compliqué. Vous allez pouvoir rentrer dedans. Vous pouvez marquer aussi Toto si vous voulez. Ça va fonctionner, mais c'est juste que là, au moins, vous allez sécuriser tous les mots de passe qui vont être dedans. Là, du coup, donc, de toute façon, c'est je l'ai marqué, mais c'est ce qui va permettre de dire à notre système sur quelle URL on est. Et, le next public auth URL, c'est la même chose. Donc là, à partir de là, on a fait la partie authentification. Donc on va suivre, on va enchaîner. Ok, donc la partie authentification Google. Donc on va faire deux choses en même temps. On va faire la partie authentification et la partie sécurité avec le reCAPTCHA. Donc on va se mettre là, hop, et la partie... reCAPTCHA, elle est ici. Hop. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire l'authentification à la partie reCAPTCHA. Donc tout ça, on va retourner sur notre compte. Tac. Donc on a dit que ça ne marchait pas. Là, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir aller sur votre compte Google. Donc il faut forcément un compte Gmail et aller sur le Google Cloud Platform. Et pour ça, du coup, je vais devoir changer de compte. Donc là, on se retrouve sur un autre compte que j'ai. Sur un autre compte un peu poubelle que j'ai qui va vous permettre de voir. Donc on va aller sur Google Cloud Platform. Très bien. Donc là, on est sur Google Platform. Alors, ce site est horrible en termes d'interface et tout. Bon, bref, il y a tout un tas d'informations. On va pas trop s'énerver. On va aller là. On va aller sur Google Host Platform. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez dans le client et on va faire créer un projet. Bon, ça, on s'en fout. On va réactualiser. Je sais pas pourquoi il met 10 ans là. Donc là, il va créer un projet. Donc j'attendais que ça se crée, mais je voyais que ça prenait du temps. Donc là, j'ai dû réactualiser et sélectionner le projet ici. Donc là, on va aller cette fois dans client. On va faire nos premiers pas, nom de l'application. Donc on va l'appeler là comme vous voulez. Là, vous mettez votre adresse email. Donc là, vous mettez externe. Suivant, coordonnées. Donc là, vous remettez votre adresse mail. J'accepte, continuer, créer. Donc on retourne dans le client parce qu'on va créer enfin notre client. Type d'application. Donc nous, c'est une application web. Tout ça, on s'en fout. Là, on va mettre... pas si j'ai besoin de... Hop, on va mettre tac, localhost 2.3000. Donc localhost 2.3000. Donc ça va être notre serveur en local. Ce qu'il va falloir penser, c'est que quand vous allez être
Quand vous allez déployer votre site, il faudra revenir sur ces interfaces pour rajouter votre URL. Mais on verra ça tout à l'heure. On va rajouter ça. Tac. Donc ça va être l'URL de redirection. URL de redirection. Ça, je m'en souviens plus. J'ai dû le mettre dans le README. Voilà, elle est là. Voilà à quoi sert le README par exemple. Et voilà. Ok, on a un nom HTTP, j'ai pas fait attention. Créer, blablabla. Ok, donc on va aller récupérer notre ID client. Hop, ID et notre secret qui est ici. Ok. Ensuite, on va créer notre reCAPTCHA. reCAPTCHA entreprise. Accéder à reCAPTCHA entreprise. Blablabla. Configurer un reCAPTCHA. Donc c'est du web. On va l'appeler test, on s'en fout. Ajouter. Donc là, non, on désactive. Ok, donc ça c'est désactivé de base. Bah, créons. Ah non, justement, ok, on désactive la. Par nom de domaine, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on s'en fout. Hop. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous cliquez sur modifier la clé. Et là, vous avez l'ID public que vous allez coller là-dedans. Et ensuite, vous avez clé secrète que vous allez mettre là. Quand c'est préfixé par next public, ça veut dire que la clé sera publique. Sinon, elle sera privée. Ok. Ok, donc là, on va pouvoir retester notre site. Donc on va le relancer. On va voir un peu ce que ça vaut. Tac. Hop, on retourne sur notre localhost. Et donc sur le site, très bien. Donc on retourne sur notre partie connexion. Ah, donc là, on a notre continue avec Google qui vient d'apparaître. On va pouvoir cliquer dessus et on va pouvoir se connecter avec notre compte. Et maintenant, sur notre page d'accueil aussi, on voit, hop, et là en bas à droite, vous allez pouvoir aussi avoir ce petit logo. Là, vous allez pouvoir voir ce petit logo qui va vous dire que vous êtes protégé par reCAPTCHA. Donc en gros, qui va vous protéger des bots. Donc à partir de là, on en a fini avec Google. C'est le plus pénible. Ensuite, on va la partie Stripe. On va enchaîner avec la partie Stripe. Hop, donc pareil, on va copier-coller là-dedans. Donc je vais utiliser un autre compte, comme ça je fais depuis zéro. Stripe, très bien, se connecter. Donc on va créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez rempli tout ce qui vous a demandé, on se retrouve sur cette interface. Cette interface, qui est important à noter, c'est qu'en haut à gauche, c'est marqué environnement de test. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, tous les paiements, toutes les simulations de paiement vont rester dans cet environnement de test. Donc hop, très rapidement, donc ici on a clé publique, clé secrète. Nous, la clé publique ne nous intéresse pas parce qu'en fait, le paiement va se faire directement sur le site de Stripe. Donc, on va faire la clé secrète qui va se retrouver ici. Ensuite, là, il nous dit l'ID du produit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans catalogue produit. On va créer un produit. On va l'appeler test abo. Je sais pas. Récurrent 19. Ok. Voilà, donc là, on a notre produit. Tac. Et du coup, il va nous demander le price. Voilà, il est en haut à droite. Hop, on va récupérer cet identifiant. On va le coller là. Là, c'est une façon un peu rapide de créer les abonnements, les prix dans votre SaaS. Vous allez pouvoir demander à l'IA d'avoir un truc un peu plus compliqué, un peu plus stylé, où il va pouvoir se synchroniser directement avec Stripe. Ça, vous allez demander à Claude Code, il va vous le faire sans problème. Ça, c'est pour aller un peu plus vite dans l'initialisation du projet. Donc là, on est capable de payer. Maintenant, pour la partie webhook, ce qu'il va falloir faire, c'est que tous les événements qui vont se passer dans Stripe, ça va être de les mettre sur notre... qui va pouvoir communiquer avec notre serveur. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'en fait, il faudrait installer Stripe en local pour pouvoir faire des tests d'événements pour voir si on reçoit bien les informations de Stripe dans notre serveur. On ne va pas le configurer là, ça ne vous sert à rien en l'état. Si vous voulez aller, je vous laisserai creuser. On va le configurer quand on sera dans le déploiement, c'est ce qui va surtout nous intéresser. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser vide. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester. Bon, le prix est pas bon parce que dans le site, il est en dur, mais comme je vous l'ai dit, voilà. Donc là, il nous a téléporté sur la page de paiement. Donc on va pouvoir payer par carte. Sur l'environnement de test, la carte, c'est assez simple, c'est 42, 42, 42, 42. Hop. Vous pouvez regarder la documentation de Stripe ou demander simplement à l'IA. Il y a des cartes bleues. Il y a 3 types de cartes au total. Une qui fonctionne, une qui fonctionne pas et la troisième, je sais plus ce que c'est. Pour tester un peu tous les cas d'erreur si vous voulez. Mais de toute façon, ça c'est la page gérée par Stripe, donc il n'y a pas trop de problème. C'est plus du côté serveur si vous voulez voir ce qui se passe. Ok, donc là vous pouvez mettre n'importe quoi. Là vous pouvez mettre n'importe quoi tant que c'est dans le futur. Enregistrement, on s'en fout. Paiement. Et donc, en fait, on va s'apercevoir que sur notre compte, on n'est toujours pas en mode paiement. Comme je disais tout à l'heure, comme on n'a pas configuré la partie webhook, du coup, on se retrouve à
En fait, le serveur n'est pas notifié en fait, quand il y a un nouveau paiement, donc il y a une désynchronisation qui se fait. Donc ça, on va pouvoir configurer ça plus tard et c'est pas grave. On fera ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à configurer? La partie analytique, pareil, ça je vous laisserai, on pourra le faire ça plus tard. La partie resend, donc ça c'est pour la gestion des mails. Et ben en fait, ça va être la seule chose qui nous reste. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on va faire ça. Donc la partie des emails. Donc hop, on va aller sur resend. Ok. Quand on cherche resend, on a tous les trucs sauf le bon. Ok, donc on va aller lui. Donc moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Une fois qu'on est là-dessus, on va créer une clé d'API. On va mettre notre clé d'API ici. À partir de là, les emails vont fonctionner. Donc on va pouvoir tester ça encore une fois sur notre serveur. Hop, on va se mettre là. Hop là. On va mettre ça. Objet. Mon message. Envoyer. Ah oui, forcément, il est malin. Envoyer. Donc, envoi impossible pour le moment. Alors qu'on a... hop, terminal. Ok, donc là, une erreur d'envoi de mail. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, il y a des valeurs par défaut pour configurer le site. Et en fait, ça fonctionne pas. En fait, j'ai créé un fichier qui permet de configurer le site pour pouvoir l'adapter. On va aller dans source, config, site. Et là, du coup, on a un peu tout ce qu'on veut. Donc là, il nous dit support, from, etc. Donc là, on voit qu'on est censé mettre ça. Tac. Et on va faire ça ici. Comme ça, on est tranquille. Donc sur ce fichier-là, vous allez avoir les informations du site à customiser par rapport à votre besoin. Et c'est assez important parce qu'en fait, ça permet aussi de faire travailler tout le SEO du site. Donc ce fichier est assez central. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On va retenter notre... Voilà. Voilà, donc là on a envoyé notre message de contact et du coup une fois qu'on revient, on voit qu'on a reçu notre mail sur la partie, sur cette partie-là. Hop, new contact et on a tout le détail. À partir de ce moment-là, en fait, notre serveur en local fonctionne complètement. Ok, mais là maintenant on va se connecter avec l'IA. Donc, comment on va faire? On va aller sur notre compte, on va créer notre jeton d'API. Tac, tableau de bord. Et voilà, donc là c'est tous les projets. Ok, ensuite pour la partie communication avec l'IA, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter notre serveur à une intelligence artificielle pour pouvoir la connecter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que donc là, sur Visual Studio Code gratuit, il y a Copilot. Donc, on va aller là-dedans. Donc, Copilot. On va aller dans le petit truc ici. On va aller dans MCP Server. On va rajouter MCP Server. On va mettre HTTP localhost 2.3000. Appelle-le comme tu veux, on va mettre global. Ok, donc là il a lancé quelque chose. Ok, on va fermer. Vous allez ouvrir la documentation, la MCP là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et dessus, il va vous montrer comment configurer ça. Alors ça, c'est un exemple pour Cursor, mais le principe est le même. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie headers qui permet de se connecter, qui va permettre d'authentifier la connexion avec notre serveur. Donc, ce qui va être important, show configuration JSON. Hop, on rajoute ça. Et c'est là où on va aller sur notre compte. Là, je recrée un jeton pour vous montrer. On crée un jeton, on le copie. Donc là, vous copiez, collez. Ah, et du coup, l'URL n'est pas bonne. Ici, c'est /API/MCP. Donc ça va être l'URL qui va lui permettre de communiquer. Donc là, notre serveur va pouvoir être authentifié. Donc là, il a été stoppé. Clic droit, Start Server. Voilà. Et là, du coup, il a découvert 2 outils. Ok. On va tester, donc là je vais tester avec vous, du coup après la configuration on va tester avec Copilot. Honnêtement j'ai jamais essayé avec Copilot, donc on va voir ce que ça donne. Donc on va lui dire crée-moi un projet pour devenir coach sportif freelance. Et on va voir s'il arrive à capter notre serveur et exécuter ce qu'on a envie. Ok, donc là tout de suite il nous dit ah j'ai capté que tu avais un serveur MCP, est-ce que tu veux que je l'active tout de suite? Donc on va lui dire de l'accepter. Donc là, il a exécuté sur notre serveur normalement cette commande ici. Très bien, votre projet a été créé avec succès, etc. Donc là, on va pouvoir notre tableau de bord. Hop, et là, il nous a créé notre projet. Donc là, on va dedans. Il nous a fait 8 tâches. Donc obtenir la certification, développer un plan d'affaires. Très bien. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que le SaaS n'a aucune intelligence. Là, c'est vraiment l'intelligence copilote qui a été envoyé dans le SaaS. Donc là, ça pourrait être n'importe quel IA qui aurait fait ça. Ça aurait été Claude, ça aurait été ChatGPT. Donc c'est ça qui est vraiment très très fort. Du coup, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va cocher 2 tâches. Donc là, notre projet va être mis à jour. On a coché 2 tâches. Ensuite, on va retourner ici et on va lui demander, OK, quoi ma prochaine tâche et je dois faire quoi? Donc on va voir
s'il arrive à capter. Voilà, donc là, typiquement, il a capté, donc encore, on va lui dire d'accepter. Donc là, il nous dit, votre prochaine étape, c'est créer un site web professionnel, etc. Et là, il nous dit, selon ses connaissances, tout ce qu'on doit faire. Donc là, imaginez vraiment la puissance du truc, c'est cette IA. Donc là j'utilise Copilot, mais Copilot pourrait être connecté à Notion, à votre base client, etc. Et là, à chaque fois que vous allez lui poser une question aussi simple que ça, à chaque fois qu'un employé va poser une question assez basique, en fait, il va pouvoir se nourrir de ressources ou de tout un tas d'outils pour créer les meilleures réponses possibles, les interactions les plus efficaces possibles dans le système. Et ça, c'est hyper fort. Et là, du coup, on peut bien voir que c'était bien ça la troisième étape. Donc voilà. Donc là, vous avez une configuration qui fonctionne en local. Ok, donc comme je vous l'ai présenté au début, parmi les fonctionnalités que je vous ai dit, il y a une partie administration. Donc cette partie administration qui permet de lister tous les événements sur le site et aussi la partie utilisateur. Ce qu'il faut voir avec cette partie-là, c'est que demain, vous allez pouvoir ajouter plein de choses. Ça, ce qui fonctionne par crédit, potentiellement, vous allez vouloir gérer les crédits un peu plus finement ou suivre l'utilisation des crédits. Potentiellement mettre des versions d'essai, des coupons de réduction, etc. Donc vous allez pouvoir acheter toutes ces fonctionnalités dans cette partie administration. Et donc pour accéder à cette administration, il va falloir un rôle d'admin. Là actuellement, on est connecté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre compte, on va se déconnecter, voilà. Et là, on va faire la commande npm run create admin. Donc ça, c'est une commande que j'ai créée moi-même, qui va nous permettre de, en mettant donc, un utilisateur et un mot de passe, donc évidemment n'utilisez absolument pas cet utilisateur et ce mot de passe, mettez quelque chose d'un peu plus compliqué. Il veut, hop, 99 points d'exclamation, comme ça on a la totale. Voilà, là on a un compte, ok, az2.com, très bien. Ok, donc là il m'a créé mon utilisateur. Donc maintenant, je vais pouvoir aller là, tac. On va pouvoir se connecter. Hop. Et on va pouvoir faire admin 99 points d'exclamation. Je crois que c'était ça. Ok, donc là on est sur notre compte. Et là du coup, comme on est admin, on va pouvoir aller sur notre page d'admin. Et là, on retrouve cette partie-là. Voilà pour la partie administration. Et si vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous avez juste à demander à l'IA pour l'administrateur. Là, vous pouvez repréciser pour les utilisateurs qui ont le rôle administrateur. Rajoute-moi telle ou telle fonctionnalité. Comme ça, cette fonctionnalité sera dans ce dashboard et sera sécurisée, personne d'autre pourra y aller. On va arriver à l'étape un peu clé où il va falloir déployer tout ça. Et sur Vercel, on va aller sur le bon site. Voilà, Vercel. Donc, on va s'inscrire. Continuer avec. Donc, on va dire OK, c'est pour mes hobbies. Ok. Choose your team, ouais, si tu veux, peu importe. Et là, maintenant, ça va devenir important. Il va falloir créer un compte GitHub. Donc, c'est quoi un compte GitHub? En fait, c'est un site un peu comme un Google Drive où en gros, on va pouvoir créer des dossiers et mettre notre code dedans. Donc, vraiment, un compte Google, ça fait vraiment la différence quand vous faites tout ça. Ok, je sais pas pourquoi il met en Égypte, mais admettons, hop, France, très bien, créer compte. Ok, une fois que vous y êtes, il va vous dire tout ça, vous autorisez. Donc, on ferme ça, hop, on actualise. Ok. On reclique sur installer, on installe. Et là, du coup, on en est là et il nous dit qu'on n'a pas de repository, évidemment, puisqu'on ne l'a pas configuré. Donc, on va aller sur GitHub. Sur GitHub, on va... Non, merci. On va créer un repository que vous allez appeler comme vous voulez. Vous mettez en privé, pas donc soit public, créer repository. Une fois que c'est créé, vous pouvez tout simplement copier ça. Et donc là, il y a plusieurs solutions. On va simplement... On va tester. Hein, on va tester avec l'IA. Peux-tu envoyer mon projet sur mon repo Git? Donc, ouais, même avec des fautes, hein, il arrive à s'en sortir. Et donc on accepte. Hop, il n'y a pas un truc pour lui dire Enable Auto Approve. Bon, on va aller Holo à la main. Je fais pas trop confiance à Copilot. Ok, on continue d'accepter. Donc là, donc là, il a un autre projet en local. On va ajouter les fichiers. Donc là, il mine du diamant carrément. On accepte. Il nous a créé un petit commit. Donc un commit, c'est un ensemble de modifications. C'est une chose que je vous conseille de faire d'ailleurs, je le dis dans d'autres vidéos, mais à chaque fois que vous avez un lot de modifications et que vous avez une fonctionnalité qui fonctionne, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle un commit qui permet de valider un lot de modifications. Comme ça, si jamais à un moment donné vous avez une fonctionnalité qui casse ou qui pose problème, vous pouvez toujours revenir dedans. Et là, on va arriver au push.
Et là, normalement, c'est censé ne pas fonctionner parce qu'on est censé s'authentifier à un moment donné. Alors moi ici, je suis pas associé au bon compte. J'ai dû faire ça autrement parce qu'en fait, du coup, j'étais connecté à un autre compte. Bref, comme je jongle plein de projets, c'est un peu galère. Mais normalement, il vous a ouvert une fenêtre pour vous authentifier avec votre compte GitHub. Et là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là, je lui ai relancé, mais il devrait s'en sortir. Donc là, sur mon projet, il a tout connecté. Du coup, quand je vais sur Vercel, j'ai mon repo qui apparaît. Hop, donc on va pouvoir l'importer. Donc là, il va nous dire tout un tas de choses. Ok. Et là, ce qui va être hyper important, c'est les variables d'environnement. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, on va enlever lui, on n'en a plus besoin. On va aller là-dedans. Donc là, notre fichier avec nos variables d'environnement, on va le copier. On va en faire une copie qu'on va appeler envar. Ok. Bon, on l'appelle comme on veut, on s'en fout. Et on va pouvoir là importer un .env. Donc par défaut, je vais les faire renommer parce que par défaut, en fait, ce fichier est caché. Donc tout dépend de vos systèmes d'exploitation. Bref, moi, comme j'ai pas envie de décacher les fichiers pour les remettre, j'ai juste créé une copie pour pouvoir l'utiliser et que je supprimerai après. Je vais aller le chercher. Donc je vais aller le chercher. Hop. Et là, mon fichier, il apparaît ici. Hop. Et ça remplit automatiquement toutes les variables d'environnement. Et on va faire un deploy. Et on a dit qu'on faisait un deploy. Donc il y en a un que ça n'a pas fonctionné. Ok, oui, donc ça c'est notre webhook qu'on n'a pas configuré. Pour l'instant, on fera ça après. Donc là, on déploie. Ok. Hop, tout de suite, comme je l'ai dit, je supprime ce fichier. Tac. Et voilà. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Ok, donc maintenant que ça a été... Donc là, ça a été déployé. On va aller au dashboard. Et là, du coup, on voit notre nom de domaine. On va pouvoir cliquer dessus. Donc, et voilà, notre site est en ligne et est accessible à tous. On a notre reCAPTCHA, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de tout à l'heure, mais notre reCAPTCHA, il devait être protégé par nom de domaine. Donc on va aller modifier ça tout de suite. Maintenant qu'on a un autre domaine, on va pouvoir faire ça. Retourner dans Google. Google Cloud Platform. Dans Google, on va aller chercher notre reCAPTCHA. Alors après le tout, c'est de s'y retrouver. Ok, il est là. Information essentielle. Modifier la clé. Ah voilà. Et là, on va pouvoir réactiver et rajouter un nom de domaine. Hop, faut enlever. Tac, tac. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup, en local, notre reCAPTCHA ne va plus fonctionner, puisqu'en fait, du coup, en local, on est sur localhost, donc ça ne fonctionne plus. Par contre, notre site, lui, va fonctionner. Et là, on l'a rendu spécifique à notre nom de domaine. Une autre chose qui va pas fonctionner, si on va sur connexion, si on va sur Google, pareil, il y a une protection par nom de domaine. Donc là, d'ailleurs, on clique dessus, il ne se passe rien. Donc je pense que l'erreur, elle est masquée parce qu'on est en mode production. Donc on va aller résoudre ça tout de suite. Donc on retourne sur la Google Console. On va faire host, Google Host Platform. Ensuite, donc sur la partie client web. Et on va pouvoir ajouter notre serveur. Ah oui, hop, il n'aime pas le slash. Et là, on lui rajoute toute cette partie-là. Et on fait enregistrer. Donc là, on clique et ça ne marche toujours pas. Donc là, il doit y avoir un problème. Il y a deux façons de voir les erreurs sur notre site. La première, ça va être d'inspecter, d'aller dans la console. Donc ça va être les erreurs qui vont être côté utilisateur. Donc ça, ces erreurs-là, quand vous allez être en production, vous allez avoir un utilisateur qui vous dit qu'il a un problème. Malheureusement, c'est compliqué à récupérer. Mais sinon, si c'est des erreurs côté serveur, ça va être dans Vercel, dans la partie log. Là, ici, c'est assez simple. Donc, on voit qu'on a une erreur. Donc là, en fait, donc là, c'est marqué. Donc là, on voit qu'on a notre localhost de .3000. Donc ça, déjà, tout de suite, on voit que c'est une configuration qui n'est pas bonne parce que du coup, on est censé aller sur ce site-là. Donc ça, c'est assez simple. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une variable d'environnement qui a été copié-collé tel quel. Donc ça va être ces deux URL-là. Hop, là, donc, par exemple, si on reprend nos environnements, nos variables d'environnement, le host URL, c'était notre site et le next public host URL, c'était notre site aussi. Donc, c'est là où donc ça, c'est là où on va copier-coller notre nom de domaine. Tac, on a juste besoin de ça. Sauvegarder. On va faire pareil pour le next public. Hop, éditer. Tac, et sauvegarder. Ok. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, voilà, là, il vous met le message, il va falloir redéployer le site. Donc, on va cliquer sur redéployer. Là, redeploy, on s'en fout. Donc là, il va redéployer notre site. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer la partie Stripe. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on n'a pas mis de côté la partie webhook. On va la configurer maintenant qu'on est en environnement de production.
Donc là, on se retrouve sur notre Stripe. On va aller sur développeur. On va aller dans Webbook du coup. Donc on va rajouter une destination. Là, on est en phase d'essai. Il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir voir avec l'IA ce que vous avez besoin ou pas besoin en fonction de vos besoins. C'est ça que je vous laisserai checker. Mais pensez-y, essayez de bien le noter qu'il va falloir revenir sur ça. Sinon, le jour où vous allez avoir 10, 100 utilisateurs, vous allez avoir plein d'événements et votre serveur va tomber. Ok, continuer, endpoint, etc. Donc là, il vous explique comment l'utiliser. C'est parfait. Nom de la destination, on s'en fout. Donc l'URL de l'endpoint, ça va être donc notre site. Donc ici, ça va être API/Stripe/webhook. Ok, vous êtes là-dessus. On a notre clé. Et bon, là, c'est un peu dommage. Du coup, on a refait un déploiement pour rien parce qu'on aurait pu attendre d'avoir notre clé. On va devoir refaire un déploiement, mais bon, c'est pas très grave. En attendant, on va pouvoir tester autre chose. Ah oui, du coup, il n'y était pas forcément. Donc on fait add, on rajoute notre valeur et on rajoute le nom de la clé qui est ici. On rajoute la clé, bla, et c'est sauvegardé. Et là, on redéploie. Et à partir de là, vous avez un projet qui est 100% configuré et déployé. Une chose que je vous conseille, c'est que là, on a configuré un environnement de test. On n'est pas encore sur quelque chose qui va ressembler à de la production. Là où je veux en venir, c'est que pour transformer le SaaS qui est là en quelque chose que demain vous allez pouvoir mettre dans les mains d'un client, il faudra recréer une base de données. Il va falloir transformer le compte Stripe et le passer en mode de production. Donc voilà, il est marqué en haut à droite basculer sur le compte de production. Ça veut dire que toute la configuration que vous avez fait sur test, il faut faire exactement la même, mais pour production. Du coup, comme je disais, créer une nouvelle base de données. Donc, retourner sur Prisma Postgre, créer une base de données spécifique à la production et vous allez modifier les variables d'environnement du Vercel pour avoir une version de test pour vous faire des essais et une version de production que vous allez mettre dans les mains d'un client et que vous n'allez pas toucher. Donc là, on est de retour sur notre site. Donc là, on va pouvoir tester si ça marche. Ça fonctionne, nickel. On va se connecter. Donc voilà, on a vu qu'on pouvait se connecter à Google. Donc tout est configuré, donc tout est cool. On va pouvoir tester le paiement complet cette fois. On va voir, passer à Pro. Ok, tac. Non merci, on verra ça plus tard. Et là, du coup, on voit qu'on a la formule Pro qui est activée. Donc là, ça montre que en fait, notre webhook a été bien configuré, qu'il a bien reçu les événements et du coup, notre serveur est au fait en fait de que le paiement s'est bien passé et que tout est bon. Là, à partir de cette étape-là, on a terminé toute la configuration. Ok, donc maintenant on va parler de la partie Cloud Design. Là, l'animation que vous voyez à l'écran, je l'ai réalisée avec... Honnêtement, je ne lui ai pas donné beaucoup de détails, c'est lui qui a créé ça tout seul. Là. Je lui ai juste dit que je voulais un chat avec une IA qui avait un impact sur une liste de tâches. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le formulaire de contact, par exemple. Je pense que ça peut être pas mal. On va lui faire ça. On va prendre un imprime écran. Et on va lui demander de nous en faire un méga stylé. Ok, une fois sur Cloud Design, donc il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez intégrer des design systems, intégrer des projets. Moi, par exemple, j'avais rajouté le design system de celui-là. On va repartir de zéro. On va faire quelque chose de très très simple. Vous pouvez creuser dans Cloud Design. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Cloud Design, j'utilise vraiment quand j'ai une idée un peu ponctuelle où j'ai envie de faire une animation ou un truc un peu plus poussé. Je vais aller là, comme je vais le faire, lui envoyer les couleurs qui m'intéressent, etc. J'ai pas une utilisation très très poussée, mais je pense que quand on a un produit et qu'on a envie d'aller loin et qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'interfaces, ça vaut le coup de rentrer son repo, qui puisse nous sortir tout son design system, etc. Qu'on soit capable derrière d'avoir quelque chose de cohérent et de chacune des fonctionnalités qu'on va pouvoir faire, se baser sur Cloud Design pour avancer. Je pense que ça peut être très fort. Mais en l'état, nous, ce qui va nous intéresser là, c'est simplement faire une animation en plus ou améliorer un design. Donc là, nous, on va faire donc, notre test contact. On a mis none. Wireframe et Height Fidelity. Wireframe, ce que ça veut dire, c'est que c'est hyper pratique pour faire des maquettes. Si par exemple, vous allez lui dire, je sais pas, j'ai un formulaire d'inscription, moi en tant que coach, voici toutes les informations que j'ai besoin, les étapes, etc. Là, il va pouvoir faire des wireframes en disant, étape 1, il faudrait mettre ça, étape 2, ça. Et ça vous pourrait permettre de faire une construction un peu maquettée, juste en noir et blanc, avec des boutons. Là, il va y avoir tel bouton, etc. C'est hyper pratique de faire ça pour travailler en amont avant de coder pour que ce soit le plus efficace possible. Et la Height Fidelity, c'est qu'il va vous créer quelque chose de concret. Donc hop, on va faire create. Nous, on va juste faire... Et on va simplement lui dire... Donc là, par exemple, là, il nous propose deux choses.
On va suivre ses idées. Moi, ça me... Hi-Fi design, interactive, prototype. En vrai, je pense que juste avec ça, il va me faire quelque chose. Hop. Évidemment, comme pour la partie code, plus vous allez mettre de détails, moins vous allez consommer de tokens et plus le résultat sera précis et à la hauteur de vos attentes. Là, je vous montre juste comment ça va générer les informations et comment nous, on l'intègre rapidement dans notre projet. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va pas spécialement aller plus loin. Vous pouvez éditer, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Je vous laisserai découvrir Cloud Design dans le détail si vous avez envie. Là c'est surtout, ce qui est intéressant, là, c'est surtout vous expliquer comment on intègre ça dans notre projet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que ça nous va, on fait Share. Donc là, il y a plein de façons de le faire. Nous, ce qu'on va faire très facilement, c'est Export as Standalone HTML. Ok, super. Donc, il a créé notre fichier. Donc, on a juste à le télécharger. Donc, on se retrouve sur Cursor. Et là, du coup, on va lui mettre notre fichier. Tac. Et on va lui dire intègre-moi ça sur la page de contact. Voilà. Et je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Donc, ok, il a terminé. Donc, on va pouvoir tester ça. On va recharger notre page. Hop, il nous met directement dessus. Et il y a même le petit panel de tweak où on peut tester des trucs si on a envie. Ok, super. Super, tout s'affiche. Alors ouais, je l'ai un peu vite, mais il teste. Non, c'est là. Il dit que justement on peut l'utiliser et juste il sera affiché que quand on sera en mode développement. Du coup, si vous passez en mode production, pensez bien à rajouter un variable d'environnement, le node en production. Voilà. Là, il nous dit qu'il a rien cassé. Hyper simple. Ok, donc on va rajouter une nouvelle fonctionnalité à notre SaaS. Vous avez vu qu'on pouvait créer un projet et rajouter une to-do list avec. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le fait de pouvoir créer une direction artistique à partir de OpenAI. Donc pour rappel, là, on peut lui demander de créer un projet. Donc là, on réactualise notre projet là, parfait, avec notre to-do list. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec beaucoup de détails. Bien mieux que quand on l'avait fait sous Copilot. Donc là, on revient et là, du coup, on va lui demander notre nouvelle fonctionnalité qui sera « Peux-tu me créer une direction artistique ?» J'aime bien le rouge. Ok, donc Claude nous a tout créé. Ok, il nous le remet même dans le chat, ça c'est stylé. Donc là, on va actualiser et bim, ça apparaît ici. Et là, OpenAI nous a fait ce petit logo et on a nos couleurs. Parfait. Avant de continuer, imagine que je te donne accès à la meilleure cuisine équipée au monde. Four pro, plaques professionnelles, etc. La question c'est, est-ce que pour autant t'es chef? Évidemment, non. Tu vas pas savoir quel plat préparer. Tu vas pas savoir aussi si ce que t'as fait a du goût ou pas. Bref, tout ça pour dire que la cuisine, c'est l'outil et le menu, c'est ton vrai travail. Et ce travail-là, aucune cuisine au monde peut te le donner. Ici, ce que je viens de te montrer, c'est exactement ça. C'est une cuisine équipée. T'as pas écrit une ligne de code et pourtant t'as un produit qui tourne. Authentification, paiement, dashboard, etc. Et pourtant, soyons honnêtes 2 minutes. Si tu as cliqué sur cette vidéo, probablement que tu as déjà une idée. Pas une vague idée de faire quelque chose, une vraie idée. Peut-être depuis plusieurs mois, peut-être depuis plusieurs années. Et tu vas pas me faire croire que tu bloquais sur le code. Parce qu'aujourd'hui, le code n'est plus un frein. Sur Internet, tu peux trouver plein de boilerplates similaires à ce que je viens de te faire, peut-être avec des qualités et des inconvénients différents. En tout cas, c'est pas ce qui t'empêche d'avancer sur ton projet. Je vais te raconter une anecdote. À un café pour entrepreneurs il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait lancer une idée depuis un petit moment. Il travaillait comme indépendant en tant que commercial pour une entreprise qui vendait une application de sport et il était très frustré parce qu'au quotidien, il voyait des problèmes qu'il souhaitait adresser et que l'entreprise ne voulait pas. Et donc, il sait ce qu'il fait, il connaît les clients, il voit ce qui manque dans son secteur, il a tout ce qu'il faut pour lancer son produit. Donc, je l'ai croisé, on échange ensemble, il me pitch son idée parce qu'il pensait être bloqué sur la partie code. Moi, je l'ai rassuré en lui disant que avec ce qu'il veut faire, avec du vibe coding ou un outil de no-code, ça va être suffisant. Donc, on échange et il m'a dit à la fin, ok, je me lance. Il y a quelques mois, je l'ai revu au même endroit. Ce qui est bien, c'est comme j'habite à la campagne, on croise souvent les mêmes personnes. Et il m'a montré ce qu'il avait créé et c'était extrêmement bien. Le problème, c'est que l'application qu'il avait faite était extrêmement compliquée. Et du coup, je lui demande très rapidement, du coup, tu as déjà des clients? Tu as déjà des utilisateurs avec qui tu as échangé? Tu as eu des retours? Tu as fait évoluer ton produit? Et à toutes ces réponses, il m'a dit non. Et très vite, j'ai capté qu'en fait, il avait mis à plat toutes ses idées sans plus creuser que ça les problèmes, il les avait juste constatés et ça se ressentait dans son application qui était très très complexe. Et d'ailleurs même lui, quand il essayait de me l'expliquer, c'était compliqué. Donc forcément quand on a quelque chose comme ça de compliqué, à aller pitcher derrière, c'est pas évident. J'ai pris du temps avec lui pour lui expliquer comment appliquer moi la méthode que j'ai utilisée pour lancer mes produits, à essayer de comprendre un problème. Une fois qu'il a compris le problème, ça a été extrêmement simple pour lui de mettre la solution en face. Il a repris son code, il a simplifié. Et maintenant, quand il va pitcher son application à ses clients,
C'est hyper simple parce qu'il tacle extrêmement bien un problème. Et la perception de valeur est énorme. Quand il allait pitcher face à des clients, il se retrouvait face à beaucoup de fonctionnalités, à beaucoup de problèmes exposés et c'était très difficile pour eux de se projeter. Le vrai problème, c'est pas la technique. Autant avant ça se discutait, maintenant il n'y a plus de débat. Pour moi, il y a 3 choses qui manquent à chaque fois. Le premier, c'est un manque de clarté. T'as souvent pas une idée, t'en as des dizaines. T'as identifié plein de problèmes que tu as classés. Tu changes d'avis une fois tous les mois en te disant non, mais en fait, ça c'est le plus important. Ah oui, non, mais ça j'ai déjà fait une fonctionnalité, je vais créer une nouvelle fonctionnalité. Tu n'as même pas testé si ta première fonctionnalité était OK, que tu es déjà passé à celle d'après. Bref, soyons honnêtes, c'est le chaos. Et jongler avec des idées, c'est que tu n'arrives pas à trancher. Et encore plus de ça, souvent, c'est que tu n'as pas compris ne serait-ce qu'un problème correctement. Ensuite, c'est le manque de cadre. Tu rentres du travail, tu te dis vas-y, je vais coder 2 heures. À côté de ça, je vais mettre une vidéo. T'es fatigué, tu vas créer un prompt à l'arrache, en même temps tu vas regarder ta vidéo pendant que ça prompte, tu as déjà quasiment oublié ce que tu avais prompté. Donc dans ta vidéo sur l'entrepreneuriat, ça te donne l'impression d'avoir avancé. Et c'est souvent le piège de consommer du contenu comme ça, parce que ça te donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose. En réalité, tu tournes en rond. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui vérifie, il n'y a personne qui te tient un calendrier, et donc il n'y a personne qui t'empêche de reporter. Et le troisième, c'est le pire, pas de regard externe compétent. Peu te disent, ouais, c'est cool ton idée, tes collègues aussi potentiellement, ta famille. Le problème, c'est qu'aucun d'entre eux vont te challenger ton idée, ni même challenger la cible que tu vises. Personne te dit que ton hypothèse ne tient pas. Personne te dit que tu as mal compris le problème, ou que tu vas trop large. Et tout seul, sans ce regard extérieur, tu t'auto-valides en boucle. Confirme les idées qui t'arrangent, et naturellement, tu ignores ce qui t'embête. C'est humain, tout le monde le fait, mais tout seul, tu t'en sors pas. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé maintenant d'accompagner des porteurs de projets. C'est pas une formation, pas un cours en ligne, un accompagnement. Le format est simple. En 8 semaines, on fait passer ton idée à tes premiers utilisateurs. La première étape, ça va être de clarifier. Et par clarifier, on va avoir une vision du produit claire. On va aller comprendre le futur utilisateur. On va émettre des hypothèses très fortes sur les problèmes et les solutions. Ensuite, l'étape 2, qui est la plus importante, on va aller confronter ces hypothèses aux vrais utilisateurs. Et ça, c'est hyper important. À partir de là, on va comprendre, voire même se mettre à la place de l'utilisateur et constater les problèmes. Une fois que les problèmes seront très clairs, mettre des solutions en face ou valider des solutions, ce sera extrêmement simple. Et même toi, tu vas pouvoir comprendre et vraiment percevoir la valeur de ta solution. Et ça, c'est essentiel. Ensuite, l'étape 3, ça va être de construire un produit qui en un minimum de temps va apporter un maximum de valeur. Ensuite, ça va être la mise en place de stratégies d'acquisition et pour finir, l'exécution. À la fin, tu te retrouves avec un produit tech, avec des utilisateurs qui est capable d'aller très très loin. Et cette méthode, je l'ai appelée Lance parce qu'une fois que tu es arrivé au bout de l'exécution, tu vas pouvoir revenir au début dès que tu vas émettre une nouvelle hypothèse et tu vas pouvoir refaire tout le chemin. C'est une méthode qui va t'accompagner à toutes les phases de scaling. Le code que je te donne dans cette vidéo, c'est juste l'outil. L'accompagnement, c'est ce qui te fait l'utiliser pour de bonnes raisons. Avant qu'on continue, je préfère être clair. Si tu as une idée que tu retournes depuis un petit moment et que tu n'arrives pas à avancer, que tu as la motivation, que tu as un minimum de budget à allouer sur ton projet et que tu vas pouvoir te concentrer là-dessus pendant des mois et surtout que tu es prêt à avancer d'un point de vue mindset, pouvoir faire décoller ton projet. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire bien, c'est pour faire les choses correctement, avec les bonnes personnes. Donc si tu rentres dans ce que je t'ai décrit, on peut se faire un call ensemble, pas un call de vente, de pitch, un échange où tu me dis où tu en es et je te dis si moi je peux t'accompagner ou pas. Et ensuite on décide ensemble si on continue. Dans la description de la vidéo, il y a un lien pour réserver un call avec moi. Choisis un créneau et on en parle. Et ne t'inquiète pas si on voit qu'on n'est pas aligné, je te le dirai rapidement. C'est pas grave, c'est pas perdu pour toi. Au minimum, tu auras eu un regard extérieur sur ton projet. Ok, maintenant on va rajouter donc une fonctionnalité en faisant du vibe coding avec, moi je vais utiliser Cursor, mais ça va fonctionner de la même façon si vous utilisez Claude. On va rajouter une phrase qu'on va pouvoir dire à l'IA qui va avoir une action sur notre SaaS. La phrase en question, ça va être de créer une direction artistique pour notre projet. Le but, c'est de faire un appel à OpenAI pour qu'il nous génère l'image et que quand on va sur notre dashboard, pour notre projet, on a une image et une palette de couleurs. Donc ça va être assez simple. On va se retrouver sur notre IDE. Donc là, j'ai changé, je suis passé sous Cursor. C'est exactement la même interface que Visual Studio Code. Sauf que là, au moins, j'ai un agent un peu plus performant que Copilot gratuit de tout à l'heure. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez coder des fonctionnalités dedans, ne faites pas les rats, payez 20 € pour du Claude Code ou pour Cursor ou ce que vous voulez. Moi, je vous conseille plutôt Claude Code parce que vous allez avoir toute la suite Claude, etc., qui est vraiment très fort pour votre business et pour coder. Copie-colle le prompt que j'avais préparé.
Hop. Donc qu'est-ce que je lui dis? Je rentre exprès pas trop dans le détail. Moi, quand je vibe code, je vais beaucoup plus dans le détail. Plus vous allez mettre de détails, moins vous allez consommer de tokens et plus il sera précis. Là, je vais essayer de faire exprès d'être un peu macro. Donc objectif à partir d'une demande MCP pour créer. Donc là, je lui ai mis la phrase entre guillemets qu'on a envie de dire à l'agent IA. Donc le mot-clé MCP, c'est le protocole de communication où l'IA va pouvoir discuter avec le SaaS. Donc moi, quand je vais dire à l'IA créer une direction artistique pour mon projet qui a, et là je lui ai mis à peu près entre crochets une variable, là l'idée c'est de se dire, pour mon projet, fais-moi une direction artistique, et j'aime bien le orange par exemple. Le but c'est que ça génère une palette de couleurs par rapport au contexte de mon projet, et que ça génère le logo qui va avec. Donc là je lui ai mis 3 à 5 couleurs max, et ensuite l'image et la palette est affichée dans le dashboard. Ok, très bien. Donc là, c'est vraiment le but. Je me connecte à mon dashboard, j'ai ma liste de tâches et je vois l'image et ma palette. Donc là, je lui ai mis 2-3 infos. Donc je lui ai dit que moi, je vais avoir besoin d'une clé OpenAI que je vais aller chercher, que je vais aller créer, que je vais vouloir sécuriser côté serveur. Ensuite, pour les images, d'utiliser le modèle GPT Image 1 et Mini. Voilà. Bon, après, vous mettez le plus récent si vous voulez de la qualité, et vous mettez le moins récent si vous voulez faire des économies. Ensuite, une partie retour utilisateur, donc ça c'est pour lui dire ce qu'on a envie d'afficher. Donc ça reprend aussi un peu la phrase de début, le logo, l'URL, etc. Donc ensuite d'exposer cette nouvelle commande via le MCP avec le wording que j'ai répété. Une description de l'outil. Voilà, et puis exposer une nouvelle MCP. Donc bon, ça redit globalement l'objectif. Je pense que déjà, juste avec ça, il était capable de s'en sortir. Mais bon, j'avais remis. En vrai, j'ai déjà écrit ça avant et j'ai remis un petit résumé en haut. Mais bref, je pense qu'il va s'en sortir. Donc, on va lancer ça. Et en parallèle, on va créer notre compte OpenAI pour aller récupérer une clé d'API. C'est hyper simple. Hop, ça c'est lancé. Donc, on va sur plateforme, je crois. Hop. Vous créez un compte, vous arrivez sur cette interface. Donc, vous créez vos clés d'API et en fait, c'est parti. C'est très, très simple. Une chose qu'il faut faire attention, va sûrement falloir rajouter du crédit. Je ne sais pas s'il y a un crédit gratuit de base, mais il faut payer un petit montant. Faites juste attention de ne pas mettre de plafond illimité ou qui vous fasse facturer à la demande. Mettez un petit montant comme ça. Si jamais, par malheur, votre clé elle leak, au moins vous avez un plafond de dépenses. Ou en tout cas, pour tester, c'est quand même un peu mieux. C'est assez simple. Donc après, on récupère la clé. Ok, donc nous voici de retour. Donc là, on voit donc là, on voit qu'il nous a fait plein de choses. Dans le code.md, je lui dis de faire toujours un petit résumé pour savoir ce qui s'est passé. Donc nous, on va renseigner notre clé. Et donc on copie-colle la clé. Tac, on a notre clé. On va pouvoir tester ça tout de suite. Donc on va lancer notre serveur npm dev. Dans le curseur, il ouvre directement par défaut dans le browser. Donc en tout cas, le site fonctionne. Ah, il y a une petite erreur. C'est une erreur que vous allez avoir souvent. Ça vient de Next.js. Je vous explique pas le détail, mais en gros, c'est pas quelque chose de très grave. Mais ça peut avoir des impacts sur la performance, des effets visuels un peu non désirés, voire même des problèmes sur la partie référencement. Idéalement, allez les corriger. Ce que vous faites là, il y a marqué copier, vous la copiez à l'IA et il va vous la corriger. Là, je vais pas le faire parce dans notre cas, on s'en fout. Donc, je suis dans le cursor, ça ressemble, comme j'ai dit, ça ressemble à Visual Studio Code. Donc là, on voit notre boilerplate. Donc si jamais ça n'a pas fonctionné, il n'a pas reconnu les trois. Là, il me dit 3 tools, donc avant on en avait 2. Donc là, ça veut dire qu'il en a bien rajouté un. N'hésitez pas à le désactiver, réactiver, clic droit, restart, etc. Donc normalement, si là je lui pose la fameuse question, il devrait me faire quelque chose. Donc on va aller sur notre tableau de bord pour bien valider ça. Donc là on a toujours notre histoire de coach sportif freelance. Donc crée-moi une... Alors attends, on va changer de... Ok, donc on va lui dire créer une direction artistique pour le projet. Je crois que j'avais marqué ça, créer une direction artistique pour le projet sportif. Ce qui va réussir à se sortir. Ok, donc il a l'air de se passer quelque chose. Donc là, il a envie de m'exécuter du code. Okay, donc stop. Donc là, je sais pas c'est quoi le comportement de curseur par rapport à ça. Hop. On va lui préciser d'utiliser utilise le MCP. On va voir ce que ça fait. Ah voilà, là il l'utilise. Ok.
Bon, c'est un petit peu à fail. Non, en fait, comme c'est un agent qui est fait pour le code, peut-être qu'il le détecte pas spécialement. Là, en fait, ce qu'il voulait me le faire, c'est directement me le créer à la main. Donc bon, là au moins il utilise correctement notre serveur MCP. Donc ce qui va se passer, c'est que là le chat, on a envoyé un message. Le message va être traité par l'IA, donc Cursor. Elle va rajouter son contexte ou les informations qu'elle avait envie. Elle va créer la palette de couleurs. Elle va l'envoyer au SAS. Le SAS va prendre toutes ces informations, l'envoyer à OpenAI, générer l'image et tout va être affiché dans le SAS. Ok. Ok, tout a l'air ok. Bon, bah très bien. Là, on va activer. Ok, bah, trop cool. Donc là, il a rajouté à notre projet donc, des couleurs. Bon, ça se discute. Et il nous a fait un magnifique logo de qualité. Voilà, simple. Donc, évidemment, l'exemple, c'était pour vous montrer comment rajouter une fonctionnalité. Évidemment, le use case que j'ai pris, là, il y a plein de façons de le faire beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, le fait d'avoir un SaaS pilotable par IA ouvre énormément de portes. Et ça va vraiment changer la donne dans les prochaines années. Après, ce code est aussi utilisable pour un SaaS beaucoup plus classique. Il n'a pas besoin d'être pilotable par une IA. Vous pouvez aussi penser que ce SaaS-là, vous allez le vendre comme un SaaS classique, mais que vous, par contre, vous allez pouvoir le piloter par IA et avoir des fonctionnalités administrateurs un peu particulières. Typiquement, vous pouvez vous dire que toutes les stats que vous allez avoir sur votre SaaS, par exemple le volume d'argent, le volume de vues, les événements que je vous ai mis. Vous pouvez aussi rajouter des temps sur les événements, par exemple l'utilisateur qui allait sur telle partie, combien de temps il a mis pour lire, etc. Vous avez toutes ces données dans votre SaaS. Votre SaaS est connecté à votre IA. Vous allez demander à votre IA, à ton avis, qu'est-ce qui ne marche pas dans mon SaaS. Elle va récupérer toutes les données. Et là, elle va vous dire, elle va vous faire un compte rendu. Si par exemple vous avez plein de fonctionnalités, vous avez récupéré tous les événements utilisateurs, vous allez pouvoir demander à votre IA quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées, les moins utilisées, tu sais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait après, etc. Donc potentiellement, vous pouvez traquer très loin et ça, vous pouvez mettre ça dans les mains de n'importe qui. Pas besoin de demander à un développeur d'aller chercher la donnée, de la donner à la partie commerciale et machin, etc. Moi, ça, je l'ai vécu en entreprise. Là, vous pouvez vous en affranchir complètement et ça change complètement la donne. Bon, si t'es arrivé jusque-là, félicitations, c'était une longue vidéo. On a vu la partie stack que j'ai utilisée dans le code que tu as en lien dans la description. Je t'ai montré comment l'installer. Je t'ai montré comment ajouter une fonctionnalité. Je t'ai expliqué aussi pourquoi un SaaS piloté par IA, c'est le futur. Et évidemment, j'ai essayé de faire prendre conscience que souvent le bloqueur, c'est pas la technique, mais c'est ce qui l'entoure. Et je vais te laisser sur une dernière chose. Tu peux télécharger beaucoup de choses sur Internet. En l'occurrence, ici, le déblocage technique. Mais l'exécution, la clarté, et un regard externe sur ton projet et une stratégie précise, ça, tu pourras difficilement le télécharger. Ou même le demander à l'IA. La vérité derrière ça, c'est soit tu te lances maintenant et dans quelques mois, tu as un produit en ligne, soit tu boucles. Entre les deux, ce qui fera la différence, c'est pas le talent, c'est pas la chance, c'est pas la motivation. C'est ce que tu décides de faire dans les prochains jours. Si tu veux faire quelque chose, ça commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas quand tu auras plus de temps. Pour aller plus loin, il y a une vidéo ici qui te présente les 5 méthodes pour aller chercher tes 10 premiers clients. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, surtout si tu es bloqué. Du contenu comme ça, je vais en faire d'autres. Il va y avoir notamment une application mobile où je vais aussi te donner le code. Donc abonne-toi si tu veux être sûr d'avoir la suite. Dans la description, il y a le lien pour télécharger le code, ainsi qu'un lien pour réserver un appel avec moi pour qu'on voit ensemble si je peux t'accompagner sur ton projet. N'hésite pas à liker et je te dis à la prochaine.